Savais-tu que tu peux avoir accès gratuitement à ma préparation à l'accouchement, les 11 clés pour une naissance facilitée? Clique sur le lien dans la description pour commencer à regarder dès maintenant les 11 vidéos. Aujourd'hui, nous recevons Caroline qui nous raconte son AVAC complété à domicile. Ce qui rend son histoire particulièrement riche, c'est qu'elle est à la fois maman de 3 enfants et doula spécialisée dans l'accompagnement des AVAC et de la césarienne plus douce. C'est donc à travers ces deux perspectives que Caroline nous raconte son expérience. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. Caroline, c'est avec grand plaisir que je t'accueille aujourd'hui pour que tu viennes nous parler de ton expérience. Tu as complété un AVAC il y a de ça quelques années. Oui, j'ai enfanté à domicile ma petite cocotte en AVAC. Ce qui est très intéressant dans ton histoire, c'est que tu as déjà eu comme première expérience un accouchement vaginal. Après, tu as vécu une césarienne et là, tu viens nous raconter ton expérience d'AVAC complétée. Donc, tu as eu quand même une grande diversité d'expériences de ce que je comprends. Oui, exactement. J'ai donné naissance à mon premier en milieu hospitalier avec une épidurale à 9+. Oh, wow! OK. Puis ensuite, j'ai eu une expérience de césarienne d'urgence en P1. Puis après ça, c'est ça, j'ai complété mon AVAC à domicile. Donc, j'ai un bel éventail d'expériences de naissance. Et juste avant de passer à ton expérience d'AVAC à domicile, juste pour expliquer aux gens, tu as eu une césarienne la deuxième fois parce que ton bébé a eu besoin que cette intervention-là ait lieu. Oui, exactement. En fait, après 32 heures de travail, j'ai eu un décollement placentaire. Donc, on est allé en césarienne d'urgence. Une vraie P1, donc ça a été pour sauver la vie de mon petit bébé, là. Et pour ceux qui nous écoutent, sachez que c'est quand même assez rare, ce genre de situation-là. En général, quand on se dirige vers une césarienne pendant un accouchement, dans la très grosse majorité des cas, c'est assez relax. Oui. Donc, ça existe, mais c'est rare. Exactement. Et là, tu deviens enceinte de ton 3e bébé, tu dis autour de toi aux gens que tu veux donner naissance à domicile, alors que tu as eu une urgence obstétricale au 2e, tu as eu une césarienne. Ça n'a pas dû être facile, là. Il y a dû avoir des gens qui t'ont jugé ou à un moment donné, tu as dû te sentir jugé un peu dans ton parcours ou pas du tout? Je me suis jamais sentie jugée, heureusement. J'ai eu vraiment du soutien tout de suite dès le début. Puis pour moi, il y avait aucune question qui s'est posée à savoir si j'allais avoir une autre césarienne ou un AVAC. Dès que j'ai su que j'étais enceinte et que je poursuivais ma grossesse, j'étais déjà décidée à tenter l'AVAC. Puis, j'avais un suivi sage-femme, donc mes sages-femmes m'ont accueillie à bras ouverts dans mon plan d'avoir un AVAC. Au début, c'était pas clair à 100% pour moi que j'allais enfanter à domicile. Donc, tout doucement, j'ai semé une graine à mon conjoint qui, lui, était plutôt réticent, qui avait pas trop envie de vivre cette expérience-là, de donner naissance à domicile. Mais moi, je savais que c'était la meilleure chose pour moi. Dans mes autres accouchements, ça avait été un moment Y, là, le moment où on va au lieu de naissance. C'est ça qui a fait un peu basculer mes 2 premiers accouchements, qui a comme allongé la patente puis tout ça, là. Fait que cette fois-ci, quand j'ai tenté mon AVAC, je savais que la meilleure chose pour moi et mon bébé, c'était de rester à domicile. Mais je me gardais quand même la porte ouverte. C'est ce qui a fait que j'ai convaincu mon conjoint là, d'embarquer avec moi. C'est que je lui avais dit... On demande tous les bacs à la maison pour un accouchement à domicile. Puis si jamais le jour J, on le file pas pour X, Y raison, ben on va à la maison de naissance et c'est tout. Mais je voulais vraiment être prête à ça. Puis dans ma tête de femme, c'était certain que c'est ça qui allait arriver. Mais je voulais quand même rassurer mon conjoint que comme quoi, si le jour J, si ça le faisait pas ou quoi que ce soit, ben on se gardait une porte ouverte là, à aller ailleurs. Puis les gens autour de moi, j'en avais pas tant parlé.
Puis je l'ai surtout dit après que j'avais enfanté ma fille là, à domicile. Ouais, c'est une bonne astuce de pas toujours dire tout à tout le monde, malheureusement, parce qu'il y a probablement certaines personnes qui n'auraient pas été capables de t'accueillir puis de t'accompagner dans ce choix-là à ce moment-là parce qu'ils auraient eu peur pour toi. Oui, exact. Puis j'ai rencontré la gynécologue autour de 32 semaines, 34 semaines, je suis plus trop certaine là, exactement, pour la rencontre préparatoire à la VAC. Il y a presque toujours cette rencontre-là. Je lui ai dit que je voulais faire ça à domicile, puis je sais pas comment ça s'est passé, mais elle a pas eu de jugement ni rien. Elle savait que j'étais doula, peut-être c'est pour ça qu'elle allait pas réussir à me convaincre de pas faire ça, mais ma sage-femme m'avait avisé que ça se pouvait qu'elle me dise que c'était pas une bonne idée de faire ça et tout ça, mais finalement non. La rencontre a duré 5 minutes. Merci, bonsoir. Donc, tu te prépares pour un AVAC à domicile. À l'intérieur de toi, c'est comme clair, comme d'eau de roche que c'est ça qui va se passer. Tu te laisses une petite sécurité, un peu pour sécuriser finalement les gens autour de toi. C'est ce que je comprends. Ouais. Très bonne astuce. Et là vient le moment où le tout se met en place. Ouais, c'est ça. Donc, juste pour mettre en contexte, mes 2 premiers, j'ai accouché à 41 semaines. Donc, dans ma tête, j'allais encore accoucher à 41 semaines. Même que d'un point de vue émotionnel, je m'étais dit que j'allais accoucher à 42 semaines pour être sûre de pas me mettre cette pression-là de dépassement de terme. J'étais vraiment préparée à ça. Donc, pour moi, j'avais des petites contractions par-ci par-là, mais c'était vraiment dans ma tête, bon, il y a encore du temps à faire, ça va, tout va bien. Puis, la journée de mon 39,5, je suis avec mes enfants seuls à la maison. Mon conjoint travaille de nuit. Donc, je passe une journée de merde, pour pas dire autre chose, parce que c'était vraiment ça. Mes enfants étaient complètement terribles et disjonctés. C'était vraiment très difficile. Ils ont pris de la crème solaire, ils l'ont étalée à grandeur du salon. Je me suis fait un café. Après ça, ils ont été mettre des jouets là-dedans. Il y avait rien qui fonctionnait, puis moi, j'étais à fleur de peau, là. J'arrêtais pas de pleurer, puis il y a rien qui marchait cette journée-là. Donc, quand mon conjoint s'est levé de sa nuit, parce que lui, il dormait dans le jour, je lui ai dit, OK, là, c'est toi qui prends le relais. Moi, je m'en vais dans le bain, puis tu t'occupes des enfants parce que là, j'en peux plus. Donc, je suis dans le bain, puis je pleure toutes les larmes de mon corps parce que j'ai trouvé ma journée donc bien difficile puis donc bien intense. Puis à ce moment-là, même si je suis doula, j'avais aucun doute que ça se préparait, mais avec du recul, on comprend que c'est un bon signe, hein? Donc, mon conjoint monte, puis il me voit dans le bain en train de pleurer, puis il me dit « Là, Caro, il va falloir que tu te calmes parce que sinon, tu vas avoir une autre césarienne. Là, tu te mets ben trop de pression, ça n'a pas d'allure. » Puis là, moi, ça me fâche encore plus parce que je suis comme « Ben non, j'aurai pas une autre césarienne. Je vais le compléter mon AVAC, tu vas voir. J'ai raison, ça va marcher. J'ai confiance. » Lui, il couche les enfants. Moi, je m'en vais me coucher en même temps que les enfants. Donc, à 20h, je dors déjà paisiblement. Juste avant de me coucher, j'écris à ma doula pour lui dire j'ai eu une journée vraiment difficile, je m'en vais me coucher, bonne nuit, s'il y a quoi que ce soit, je t'écris. À 1h du matin, je commence à sentir des contractions, donc ça me réveille. Puis les contractions sont quand même espacées, peut-être aux 7 ou aux 10 minutes environ, là, c'est très variable. Donc je me dis, bon, c'est juste de la latence comme les autres journées, ça va aller, je vais somnoler, je vais dormir, puis demain matin, je vais me réveiller, puis j'aurai pas accouché. Donc, je me rendors, je me réveille, je me rendors, je me réveille. Puis là, à un moment donné, les contractions, je trouve qu'ils reviennent vraiment vite. Tu sais, j'ai plus vraiment le temps de me rendormir. Donc là, je commence à en calculer quelques-unes tout en restant allongée le plus possible pour garder toute mon énergie, là, tout d'un coup que. Puis, je me rends compte que mes contractions sont aux 3 minutes. Donc, c'est vraiment quand même rapproché là, pour un début de travail. Puis là, je me dis, OK, il faut que je mette la housse de matelas sur mon matelas, tu sais, une espèce de grosse housse de déménagement. Avec des contractions 3 minutes, c'est tout qu'un sport, là. Donc, je m'y mets, j'essaie de mettre la housse, mais ça a été... je riais, puis je pleurais en même temps, tellement c'était comme intense, là, ce moment-là. Finalement, j'y suis arrivée. Je suis descendue au sous-sol, je suis venue me prendre un petit Gatorade parce que j'avais très soif. Puis, je suis remontée à ma chambre. Et là, les contractions étaient vraiment intenses, là. Tu sais, juste remonter du sous-sol, ça m'a pris plusieurs minutes, là, parce que je devais m'arrêter, justement, à chaque 3 minutes pour respirer, pour prendre mes contractions, tout ça.
Puis, arrivée à ma chambre, je me suis dit, oh mon Dieu, je sens comme si ça pousse dans mes fesses. Fait que tout de suite, j'ai téléphoné ma doula pour lui dire, est-ce que tu peux venir maintenant? Parce que je pense que ça y est, tu sais, mes contractions sont aux 3 minutes depuis une bonne heure. Puis, j'aimerais ça que tu viennes. Donc, vers 3 heures du matin, ma doula est arrivée. Elle m'a dit, je pense qu'il faut appeler les sages-femmes parce que tu vas peut-être accoucher maintenant, donc aussi bien appeler. Donc, on a téléphoné ma sage-femme, puis elle m'a dit, je m'en viens. J'appelle tout de suite la deuxième sage-femme là, pour être sûre qu'on passe pas à côté du fait que tu vas peut-être accoucher maintenant. Donc, ma sage-femme, elle arrive, puis tout de suite, elle me dit, Caro, je sais ce qui se passe. Est-ce que tu me permets qu'on vérifie ton col? Donc, moi, je dis OK parce que je lui fais vraiment confiance. Je sais que je voulais pas de toucher pendant mon accouchement, mais elle avait l'air de suspecter quelque chose d'anormal. Donc, moi, je me dis OK, on y va. On va regarder ce qui se passe. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et là, elle fait son toucher, puis elle me regarde avec des yeux doux, mais en même temps comme OK, j'avais raison, je savais ce qui se passait. Puis, elle me dit, est-ce que tu veux savoir, est-ce que tu veux que je t'explique puis qu'on travaille ensemble? Donc, là, moi, je dis, OK, vas-y, tu sais, go. Puis elle me dit, ton bébé est en postérieur. Et là, moi, dans ma tête, je suis complètement en désarroi parce que je sais ce que ça veut dire et je sais ce que ça implique et tout ça. Donc, j'avais peur. J'étais comme, qu'est-ce qui va se passer? Mais ma sage-femme, elle a été vraiment rassurante. Elle m'a dit, OK, on va plonger là-dedans, on va faire des positions qui vont aider ton bébé à se positionner comme il faut, à mettre son dos au bon endroit, puis ça va le faire. Elle me dit, tu vas faire le coureur. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer un coureur qui va faire son départ là, avec la jambe devant et tout ça. Et là. Donc, ce fut très intense et très difficile. J'ai vécu une phase vraiment, là, j'ai pleuré, j'ai demandé d'aller à l'hôpital, j'ai demandé d'avoir l'épidurale. Quand j'ai demandé d'aller à l'hôpital, ma doula m'a dit, est-ce que tu te sens plus en sécurité à la maison? Tu sais, parce que dans un contexte d'AVAC, on se fie beaucoup à l'instinct de la maman, puis à son ressenti. Puis une maman qui se sent plus bien dans un lieu X, ben on va à l'hôpital, tu sais, puis c'est bien correct. Puis là, moi, je lui ai dit, ben non, je suis bien ici, je veux rester ici, mais c'est juste que c'était tellement intense que j'avais besoin de le verbaliser d'une certaine façon, puis c'est comme ça que je l'ai verbalisé, tu sais. Je lui ai dit que je voulais aller à l'hôpital, puis tout ça, puis ça m'a fait du bien. Puis là, je me dis, j'en peux plus, je serai plus capable, tu sais, parce qu'on a fait un côté, ensuite l'autre côté, ensuite on a fait du 4 pattes, en tout cas, on a fait plusieurs choses. Ça m'a paru une éternité. Puis là, j'ai dit, j'en peux plus. Je l'ai dit super fort. J'ai dit, j'en peux plus, là, je suis plus capable. Fais quelque chose, mon bébé, là, je suis à bout, là, j'y arriverai pas, puis tout ça. Puis une seconde après, pouf, j'ai perdu les os. Puis ma fille s'est tournée en même temps, comme au même moment, mais probablement que c'est ma fille qui s'est tournée, tu sais, qui a fait éclater la poche des os. Donc, ça a été vraiment un beau moment. Ma sage-femme me dit, est-ce que tu veux que je regarde, voir si elle s'est bien placée? Puis justement, elle est allée vérifier, puis ma fille était bien placée. Tout au long de cette phase-là, j'avais tellement mal aux hanches, là. On dirait que le bassin il allait me fendre en deux. C'était complètement atroce, là. C'était terrible. Donc, une fois que ça a été passé, ce bout-là, pour moi, c'était tellement facile. C'était comme si on venait de m'enlever une pression énorme là, sur les hanches, sur le bassin, tout ça. Donc, juste les contractions, c'était facile. Ma doula m'a dit, Caro, on va-tu dans le bain? Donc, moi, je suis comme, OK, on va aller dans le bain. Pour mon premier, ça avait été super le fun pour moi. J'avais vraiment apprécié le bain. Donc, on me coule un bain, je m'installe dans le bain une fraction de seconde et j'ai dit, non, je veux sortir du bain, j'aime pas ça, je suis pas bien. Donc, tout de suite, je suis sortie instinctivement, j'aimais pas ça. Puis, je suis allée m'asseoir sur la toilette parce que je sentais que c'était ça qu'il fallait, j'imagine. Donc, je me suis installée sur la toilette. Puis, à partir de ce moment-là, je suis partie vraiment loin dans mon vortex de naissance. Là, j'étais complètement partie. Je tenais les bras de ma doula de chaque côté. Puis, elle respirait, puis je respirais avec elle à chaque contraction. Puis, je faisais juste m'accoter la tête sur sa tête entre les contractions. Je me sentais comme dans un bateau, je sais pas. Puis elle, c'était comme mon phare, tu sais, mon point d'ancrage, mon point de repère.
Puis je lui faisais juste confiance. Je sais ça, j'étais plus là. Puis en même temps, ben sur la toilette, je sais pas si j'ai le droit de dire ça ici, mais sûrement. J'ai fait pipi, j'ai fait caca, j'ai tout laissé aller. J'étais vraiment la maman mammifère à ce moment-là. Là. J'étais complètement plus là. Mais en même temps, tu sais, c'était tellement intense que tout mon corps tremblait, tu sais, de l'intensité des contractions et tout ça. Mais pourtant, j'étais bien, là. J'étais vraiment bien dans ce moment-là. Je l'aurais vécu pendant longtemps. À un moment donné, je voulais me lever, là. Donc, je me suis levée. Je suis allée dans la chambre. Je me suis installée à genoux par terre, à côté sur le bord de mon lit. Puis, ma doula me faisait des massages au sacrum comme ça, vers le bas. Et puis là, j'ai senti quelque chose que je pensais même pas qu'il pouvait arriver. Mon bébé a glissé comme dans une glissade. C'était, oh mon Dieu, j'en reviens pas encore de cette sensation-là, de sentir le bébé glisser. C'est fou, là. Et là, dans ma tête, je me mets à paniquer un peu parce que je me dis, oh non, tu sais, c'est déjà fini, ça se peut pas. C'est impossible que ce soit déjà fini. Puis là, j'avais comme le sentiment, oh mon Dieu, je veux pas que ça s'arrête. Puis en même temps, un petit sentiment de peur parce que quand j'ai eu mon écho de 36 semaines, on m'a dit que j'attendais un bébé au 80e percentile. Bon, même si je sais que ça veut rien dire, puis je suis doula, tout ça, ben quand c'est notre expérience, puis on est dedans, ben ça vient quand même jouer dans notre tête. Donc, j'ai eu un peu peur. J'étais comme, est-ce que je vais être capable? Est-ce que mon bébé va sortir? Est-ce que ça va me faire mal? Est-ce que je vais déchirer? Mais tu sais, tout ça, ça se passe en une fraction de seconde. Là, je vous raconte ça en long et en large, mais dans ma tête, tout ça, ça va super vite. De toute façon, j'avais pas le choix parce que à la contraction suivante, déjà, je sentais là, vraiment que ça poussait super fort dans mes fesses. Puis, je me sentais pas bien à genoux par terre, je le filais pas. J'avais juste un tapis de yoga en dessous de mes genoux, puis j'étais pas bien. Donc, je suis montée dans le lit, puis ma sage-femme me dit « Essaye sur le côté, voir coucher sur le côté. » Encore là, non, ça marchait pas. Donc, instinctivement, je me suis mis à genoux, puis je me suis agrippée à ma douleur, je l'ai pris dans mes bras. Mon corps poussait tout seul, puis en vraiment pas longtemps, j'ai commencé à sentir ma vulve qui brûlait vraiment intensément. J'ai eu un long petit couronnement, là, donc mon bébé, sa tête était presque sortie. Puis là, il y a eu une pause. Donc là, j'ai dû attendre la prochaine contraction pour le grand couronnement. Donc, ça a été assez intense. Puis, sa tête est sortie. Ensuite, son corps est sorti. Puis, c'est moi qui devais l'attraper. Mon conjoint avait attrapé notre premier. Notre deuxième, ben, c'était une césarienne. Donc, c'est le médecin. Mais là, c'était mon tour. C'était moi qui voulais le faire. Mais j'ai été tellement partie loin, loin, loin. Là, j'étais plus là du tout. Donc, je l'ai pas attrapée. Elle a glissé tout doucement sur le matelas, puis elle s'est mise à pleurer tout de suite, instantanément. Puis j'entendais les gens autour me dire « Vas-y, va prendre ton bébé, va le chercher, va le prendre. » Puis on dirait que dans ma tête, ça a pris tellement de temps avant que je puisse aller la chercher. Bon, dans la vidéo, ça n'a pas l'air si long que ça, mais dans ma tête, c'était très long. C'est comme si je devais redescendre de où j'étais pour pouvoir venir la chercher. Puis une fois que j'ai été capable de faire « OK », de réaliser, OK, mon bébé, il est sorti, il faut que j'aille le chercher. Mais là, je suis allée la chercher, puis j'ai vécu comme un moment là, d'extase complet. Il faisait noir, il y avait juste une petite flashlight, je suis allée la prendre, je lui ai parlé. Mon bébé, t'es là, mon bébé! Puis, j'en parle, puis j'ai encore des émotions, là. C'était vraiment extraordinaire. Puis, un petit peu plus tard, là, c'est ça, j'ai réalisé que j'avais fait mon AVAC, puis ce sentiment-là est tellement unique. Chaque fois que j'accompagne un AVAC, puis la femme complète son AVAC, il y a quelque chose, il y a une magie qui se passe, là, puis c'est vraiment spectaculaire, ce moment-là. Puis en plus, j'ai oublié de dire ça, mais c'est très drôle parce que j'ai dit à ma doula après l'accouchement, « Où étais-tu? » Parce que je savais pas était où, mais tu sais, j'étais dans ses bras, mais moi, je savais même pas que j'étais dans ses bras tellement que j'étais justement là, la maman mammifère, j'étais plus là. Exactement. Tu n'étais plus dans ton cortex, là. Tu étais dans l'expérience. Il y avait quelqu'un qui était là, qui était disponible pour toi. C'était juste ça qui était important, dans le fond. Exact, exact. Tu as mis à travers ton expérience plusieurs clés en place. On sait que maintenant, malheureusement au Québec, un petit peu partout à travers le monde, le nombre de césariennes est vraiment important, là. Nombreuses sont les femmes qui passent par cette chirurgie-là, qui est une chirurgie vraiment importante, qui est très banalisée.
mais en même temps qui a beaucoup d'impact sur notre corps. C'est quoi, d'après toi, les meilleures clés qu'une mère qui a envie de vivre, de compléter un AVAC, même si ce n'est pas nécessairement un AVAC à domicile, là, peu importe où elle choisit de donner naissance, quelles sont les principales clés que cette femme-là, que cette personne-là devrait mettre en place selon toi? J'ai un petit parcours que j'aime bien toujours donner. Donc, la première chose, c'est comprendre sa césarienne. Je pense que c'est quelque chose qui est ultra important. C'est le début du chemin vers un AVAC ou vers une césarienne planifiée. Fait que vraiment comprendre. On peut faire venir notre dossier médical. On peut demander à notre médecin, à notre sage-femme de nous l'expliquer, de nous accompagner dans cette compréhension-là. Après ça, c'est d'être bien accompagné. Donc, les professionnels de la santé qui vont vous accompagner pour votre AVAC vont avoir un énorme impact sur l'issue de l'accouchement, sur le processus, sur comment vous allez le vivre, comment ça va se passer aussi votre grossesse. Donc, pour moi, de choisir une personne qui est pro-AVAC, qui va vous accompagner, vous aider, vous éclairer, être là pour vous, ça va vraiment avoir un impact hyper positif. Donc ça, c'est super important. Mais aussi d'avoir peut-être une doula ou une personne en qui vous avez confiance, tu sais, autre que peut-être votre conjoint, votre conjointe, puis d'avoir une équipe aussi. Tu sais, moi, je conseille souvent à mes clientes d'aller en ostéo, en acupuncture, tu sais, de vraiment mettre plein de petites choses en place autour pour optimiser nos chances de compléter notre AVAC. Après ça, je pense que c'est important de planifier une césarienne. Pour la plupart des femmes, la césarienne, c'est un traumatisme. C'est toute qu'une expérience, là. C'est une expérience qui est unique. Puis quand on n'est pas préparé, ce qui est le cas de la plupart des femmes, mais j'accompagne presque juste des AVAC. Donc, les femmes me racontent leur césarienne. Puis la majorité du temps, les femmes n'étaient pas préparées à cette éventualité-là. Donc, quand on prépare un AVAC, le fait de se préparer à une césarienne, mais si on va en césarienne, ben on y va dans notre plein pouvoir. Puis on y va avec des choix, puis on essaie d'avoir la césarienne la plus douce, la plus humaine possible, puis de vivre une belle expérience malgré que c'était pas ça le plan A. Donc pour moi, ça, c'est super important. Après ça, c'est sûr de se préparer, de s'informer sur la physiologie de l'accouchement. Je pense que c'est un must. Plus on se rapproche de la physiologie de l'accouchement, plus on comprend les interventions, plus on comprend tout ce beau processus-là de naissance, plus on favorise nos chances de compléter notre AVAC. Le choix du lieu de naissance aussi peut avoir un impact. Fait que ça aussi, c'est super important de faire un choix libre et éclairé par rapport à ça. Tu sais, pour moi, c'était le domicile. Mais pour une autre maman, ça peut être l'hôpital, mais c'est ça, choisir notre hôpital, vraiment faire des choix libres et éclairés selon nos valeurs et tout ça. Donc, c'est pas mal ça, mes principales clés. Je pense que déjà en partant, si on met tout ça en place, ça va avoir vraiment un impact positif. En regardant notre césarienne, ben on repart sur une page blanche, tu sais, parce que c'est une nouvelle histoire, c'est une nouvelle naissance, c'est un nouveau bébé. Donc, tout ça, c'est super favorable à une préparation pour un AVAC. Et dis-moi, est-ce que tu penses qu'il y a une limite en termes de nombre de césariennes avant de pouvoir se dire « Hey, j'aimerais vraiment ça, pouvoir vivre cette fois-ci une naissance vaginale ». Personnellement, j'ai accompagné 6 accouchements vaginaux après 2 césariennes, donc j'ai quand même une expertise en lien avec ça. Évidemment qu'il peut y avoir une réticence au niveau des professionnels de la santé, mais il y en a des extraordinaires qui ont voulu accompagner mes clientes, puis je trouve ça vraiment beau. Je connais présentement 2 mamans qui sont en processus d'accouchement vaginal après 3 césariennes, donc c'est possible. C'est sûr qu'en milieu hospitalier, elles se retrouvent souvent avec, toujours en fait avec un non, mais elles sont convaincues qu'elles peuvent le faire. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler pour elles pour la suite. En plus, il y a une petite étude, toute petite, il y a tellement rien sur l'accouchement vaginal après 2 césariennes ou plus. Là, il y en a une petite, puis ça dit qu'en fait, le risque est le même une fois qu'on a 2 césariennes ou plus. Donc, j'espère que tout doucement, il va y avoir une ouverture qui va se faire là, en lien avec l'accouchement vaginal après plusieurs césariennes. Oui, absolument. Moi, j'ai accompagné une naissance magnifique d'ailleurs après 3 césariennes il y a plusieurs années. Wow! Ça a été une expérience extraordinaire.
Et je suis d'accord avec toi. Je pense que déjà de pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant, parfois on se rend compte que les facteurs qui ont mené à la césarienne ont pas toujours grand-chose à voir avec la mère, le bébé, la capacité de cette dyade-là à vivre une expérience extraordinaire. Que je pense qu'il faut vraiment rester dans l'ouverture. Oui, puis souvent, il y a une histoire du fait que la maman, elle a eu une césarienne, donc on lui propose automatiquement ensuite des césariennes. Ouais. Donc, tu sais, il n'y a pas eu d'essai de travail au final, là, donc on ne sait pas. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir pris le temps de venir nous raconter ton histoire avec toute ton expertise en plus. Ça me fait plaisir. Je suis tellement contente de partager mon récit. Je pense que c'est inspirant. Ma confiance qui va probablement donner un petit peu de confiance à toutes ces mamans-là qui vont se préparer là, à vivre un AVAC. Si tu as envie d'en apprendre davantage sur Caroline ou de la rejoindre, tu peux le faire via son compte Instagram ou via son site web Caroline Michel Doula. En terminant, j'aimerais donc te donner mes meilleures astuces si jamais tu es en train présentement de te préparer à vivre un AVAC. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi des petites pépites que tu peux utiliser, même si c'est pas du tout un AVAC que tu prépares actuellement, mais une naissance sans aucune condition particulière. La première chose à savoir, lorsque je me prépare pour un deuxième, un troisième, peu importe si j'ai eu une césarienne avant ou pas, c'est hyper important de faire la paix avec les expériences précédentes. Puis oui, c'est vrai que si tu décides de te préparer pour un AVAC, c'est encore plus important. De faire la paix, et souvent pour faire cette paix-là, on doit passer par une étape de compréhension. Donc, demander ton dossier, l'éplucher avec quelqu'un qui est en mesure de le faire avec toi si nécessaire et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Quels sont les facteurs, les événements, peut-être des choses sur lesquelles tu avais zéro contrôle, qui se sont présentées et qui ont peut-être finalement poussé l'expérience vers la césarienne. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Et en ayant cette compréhension-là, ça va donc te permettre de faire la paix et ça va aussi nous permettre d'élaborer des stratégies qui ne seront pas générales, mais qui vont vraiment être spécifiques à toi. Bien entendu qu'il faut aussi voir que cette compréhension-là va aussi te permettre de comprendre comment les gens sont autour de toi, comment ils agissent et comment ils te donnent ou te donnent pas ou refusent de te donner leur encouragement en lien avec ton projet de naissance. Parce qu'il faut bien comprendre que toutes les césariennes ne sont pas égales lorsque l'on pense à un AVAC par la suite. Par exemple, dans notre épisode d'aujourd'hui, Caroline a eu une césarienne à la deuxième naissance, mais elle avait déjà donné naissance vaginalement au premier. Donc, bien entendu que les gens autour d'elle étaient très positifs en vue de son projet et tu l'as bien entendu, elle n'a pas essuyé de résistance autour d'elle. Alors peut-être que ça va être différent pour toi parce que peut-être que tu n'auras pas d'antécédent d'accouchement vaginal et peut-être que les raisons qui vont avoir fait que tu as eu une césarienne étaient différentes. Dans ce cas-ci, on avait deux facteurs qui étaient très facilitants. Donc, un accouchement vaginal qui a déjà eu lieu par le passé et une césarienne qui a été faite pour des raisons claires et qui était liée au bébé. Alors ça aussi, évidemment, ça nous aide lorsqu'on a envie de tenter un AVAC. Alors, par exemple, pour toi, c'est des questions que tu dois te poser. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu une césarienne? Est-ce que la raison est claire et connue? Par exemple, ça pourrait être parce que ton bébé est en siège et que finalement, soit que tu n'as pas eu le choix ou soit que tu as décidé d'aller en césarienne. Bien entendu que cette raison-là va faire que les gens vont être très confiants autour de toi parce que même si tu n'as pas donné naissance vaginalement encore, ça va représenter comme un premier accouchement, comme une première expérience. Mais si au contraire, tu as eu une césarienne pour une raison qui était soit obscure, c'est-à-dire que on ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, ou qu'il y a suspicion dans ton dossier de ce qu'on appelle souvent, là, dans les termes obstétricaux, une disproportion céphalopelvienne,
à ce moment-là, les gens autour de toi vont être beaucoup moins encourageants et vont émettre beaucoup de doutes et d'incertitudes face à ton projet. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une disproportion céphalopelvienne? C'est un petit 3 mots un peu compliqué pour dire que l'hypothèse, c'est que finalement, il y avait un conflit au niveau du passage entre le mobile fœtal qu'on appelle, c'est une façon de dire les choses qui est vraiment très peu poétique pour parler de la tête de ton bébé, et le bassin de la maman. Donc, l'hypothèse à ce moment-là, c'est un peu de dire, tiens, est-ce que ce bassin-là serait, par exemple, trop petit et pourrait ne pas permettre au bébé de passer? Alors là, laisse-moi mettre 90 millions de bémols. J'ai souvent vu dans ma vie d'accompagnante des accouchements qui se sont clôturés en césarienne sous prétexte qu'il y avait ce type de problème-là, alors que la maman a donné naissance par la suite, vaginalement, à un bébé qui était même parfois plus gros et avait une circonférence crânienne qui était plus volumineuse. Donc, il faut bien comprendre que tout ça est très dynamique et que la façon dont le passage va se faire va grandement dépendre de la façon dont ton bébé va positionner sa tête. Moi, si j'avais à donner naissance demain matin, je préférerais avoir un bébé qui a une très, très grosse tête, qui est parfaitement bien fléchie et bien installée pour prendre un minimum de place dans mon bassin, que d'avoir un bébé qui a une toute petite circonférence crânienne, mais qui improvise une position qui est très originale et dans laquelle il va prendre beaucoup plus de place à l'intérieur de mon bassin. Donc, c'est hyper important de savoir que même s'il y a quelqu'un sur la planète Terre qui t'a dit que ton bassin était problématique, ben, il se peut très bien que ça ne soit pas du tout le cas et que c'était circonstanciel comme situation. Peut-être que ton bébé était positionné d'une façon moins optimale, peut-être que tu as pris une péridurale et que la mobilité n'a pas été optimale. Donc, il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte et qui vont faire que, oups, il y a quelques mots qui vont être glissés dans le dossier et qui vont te trotter dans la tête jusqu'au jour où peut-être que tu vas accepter d'acheter cette proposition-là, alors que peut-être que ce n'est pas du tout quelque chose qui correspond à ta réalité. Puis donc, vois-tu pourquoi c'est important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les éléments de ton histoire qui ont pu jouer un rôle dans le fait que tu as eu une césarienne? Et là, si tu m'écoutes présentement et que tu n'as jamais eu de césarienne, bien, ça s'adresse évidemment à toi aussi. Je ne le répéterai jamais assez. La position de la tête de ton bébé va être déterminante pour l'expérience de l'accouchement, pour l'expérience de la poussée, pour ton périnée et compagnie. Donc, ce sont vraiment des choses auxquelles il faut faire attention, il faut dorloter, il faut s'en occuper. Donc, parmi les clés vraiment importantes, si tu te prépares pour un AVAC, il y a évidemment de venir me rejoindre dans la méthode au paléo pour que je puisse t'accompagner, pour que ton bébé se positionne le mieux possible, pour qu'il prenne le moins possible d'espace dans ton bassin. Ça va aussi diminuer les risques que tu doives avoir quelque chose pour stimuler ton travail, parce que là, dans le cas d'un AVAC, il y a plusieurs équipes qui ne sont pas très chaudes à l'idée d'utiliser un déclenchement ou même de la stimulation sur un utérus qui est cicatriciel. Donc, ça peut être vraiment intéressant. L'autre chose que je te propose aussi qu'on fasse ensemble, c'est de vraiment bien t'outiller en lien avec la physiologie de l'accouchement. Parce que pour se préparer pour un AVAC, de mettre la physiologie de notre côté, ça aide énormément. Ça peut vraiment faire la différence. Donc, parmi les stratégies, faire la paix avec ton expérience précédente, la comprendre, te donner beaucoup d'amour à travers cette compréhension-là, parce que je te rappelle qu'au moment où tu as eu cette expérience-là, tu as donné le meilleur de toi-même avec les connaissances que tu avais et avec la situation dans laquelle tu étais, situation dans laquelle tu n'avais pas le plein contrôle, évidemment, puisque nous n'avons jamais le plein contrôle lorsque nous donnons naissance. C'est vraiment une expérience que l'on traverse, que notre bébé traverse, dans
lequel il y a souvent des surprises. Ça vient avec la nature de l'expérience. Un autre point hyper important, c'est de développer, de travailler, de nourrir ta confiance en lien avec cette expérience-là qui approche. Et là, on va se dire les vraies affaires. Toutes les semaines, j'ai des appels, j'ai des courriels de mamans qui me contactent en me disant « Écoute, je suis à 32 semaines, je viens d'avoir la confirmation que je pouvais me préparer pour un AVAC, alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? » Ça, c'est pas la façon la plus optimale de se préparer. Et là, je comprends qu'il est possible dans ta tête que tu sois ambivalente. Il est possible que tu m'écoutes, que tu veuilles à quelque part te préparer pour un AVAC et qu'en même temps, tu flirtes avec l'idée d'une deuxième césarienne. Peut-être es-tu à 16, 18, 22 semaines. Et là, tu te dis, tiens, je vais attendre encore un peu pour voir comment ça se passe et je vais attendre de voir quand j'aurai le go, là, je me préparerai à ce moment-là. Moi, je te propose de faire le contraire. Je te propose, même si tu es dans l'ambivalence, d'entrer tout de suite dans la danse. Le fait d'éplucher ton dossier, le fait de comprendre ce qui s'est passé, le fait de venir dans la communauté au Paléo, d'entendre les discussions, d'entendre les autres qui vont poser leurs questions, d'écouter les vidéos sur la physiologie, sur la douleur et compagnie, ça va te permettre d'entrer dans un processus qui va clarifier complètement le chemin que tu as envie de prendre. Et ça va te donner du temps. Se préparer pour une naissance, ça prend du temps. Et souvent, ça, on l'oublie. On est tellement dans une société où tout va vite qu'on se dit, bah, c'est pas grave, écoute, à 36 semaines, on va se prendre un petit 2 heures, on va écouter quelques vidéos en intensif, puis on aura nos points de pression. Donner naissance, c'est beaucoup plus que ça. Si tu as vraiment envie de profiter de cette expérience-là, ça vaut la peine de te préparer à l'avance. Donc, je t'invite vraiment, même si tu es dans l'ambivalence, à te mettre dans l'action, à ne pas rester figé dans cette ambivalence-là qui fait que tu ne sais pas trop sur quel pied danser. Donc, je t'invite à venir découvrir tout ça à travers les différents modules qui existent dans la méthode au Paléo. Il y a aussi une belle vidéo en lien avec la préparation pour la césarienne. Alors évidemment que si c'est ton plan de match, ben, tu seras accompagné toi aussi évidemment parce que pour une césarienne, on peut également se préparer. Je t'invite également à me rejoindre dans un atelier dans lequel on va parler du postnatal, mais dans lequel tout le monde est invité, ceux et celles qui sont enceintes et ceux et celles qui ont déjà leur bébé dans leurs bras. Ça s'appelle les super pouvoirs de ton bébé et c'est un atelier dans lequel on va parler ensemble du dodo, des réflexes primitifs, de la motricité libre, des pièges dans lesquels on tombe souvent malheureusement en postnatal pour pouvoir aider le plus possible ton bébé à développer son plein potentiel et pouvoir installer de la douceur dans ton expérience parce qu'on va se le dire, le postnatal, c'est pas toujours très doux. Des fois, c'est un peu difficile. Donc, j'ai vraiment envie de t'accompagner pour que autant toi que ton bébé, vous soyez le plus possible sur votre X pendant la première année de vie de ton bébé. Le prochain épisode va être spécial. Je vais te parler pour la première fois depuis le début du podcast de la douleur. J'ai tellement des choses intéressantes à te dire, entre autres un concept que je travaille déjà depuis plusieurs années. Il m'a fallu du temps pour le faire mûrir et là, je sens que la pomme est prête, que je peux l'accueillir. Je vais t'en parler de façon à ce que tu puisses enrichir encore plus ta préparation à l'accouchement. J'ai vraiment envie de te faire réfléchir, de te donner des outils, de te permettre aussi peut-être de voir la fameuse douleur des contractions sur un autre angle, de façon à ce que tu puisses, qui sait, peut-être même t'en faire une amie. Donc, je te souhaite une magnifique journée et j'ai déjà hâte de te retrouver dans ce prochain épisode.